La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora. La voix du peuple. Bonsoir Libreville, bonsoir Niamey, bonsoir Lomé, bonsoir Cotonou, bonsoir toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et la voix du peuple sur Radio Avoleté. Keleke Tanier. Coup d'État au Gabon. L'armée serait-elle une mauvaise réponse à un vrai problème? Le 30 août 2023, des militaires gabonais annoncent avoir annulé les résultats des élections, dissous les institutions républicaines et mis fin aux fonctions du président Ali Bongo, proclamé vainqueur 30 minutes plus tôt de l'élection présidentielle du 26 août dernier. Comme au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry et au Niger, les populations gabonaises ont envahi les rues pour applaudir et saluer le coup d'État. Comme en Guinée-Conakry et au Niger, l'auteur du coup d'État n'est autre que le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema. En récompense sans doute de sa bravoure, le neveu d'Ali Bongo se voit confier la mission de conduire la transition. Toutefois, les similitudes avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'arrêtent là. En effet, contrairement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le caractère timoré des réactions de la communauté dite internationale en dit long sur les réelles motivations de ce nouveau coup d'État en Afrique francophone. S'agirait-il, comme beaucoup le suspectent, d'une manœuvre visant à remplacer Ali Bongo, devenu trop impopulaire dans son propre pays et aux yeux de ses alliés occidentaux? En tout cas, c'est l'analyse de plusieurs observateurs qui, après être soulagés du départ d'Ali Bongo, ont vite compris qu'il s'agirait, en toute vraisemblance, d'une révolution de balai. Triste scénario pour le peuple gabonais qui, depuis 56 ans, attend désespérément la fin de la dictature et de l'imposture pour jouir enfin pleinement de sa liberté, dignité et souveraineté. Au lendemain du coup d'État, les militaires gabonais ont annoncé l'arrestation de plusieurs proches collaborateurs du président déchu, soupçonnés de malversation, de détournement et d'autres délits. Toutefois, n'est-ce pas ces mêmes militaires qui, durant les 41 ans de la dictature du père Omar Bongo et les 14 années de celle du fils Ali Bongo, se sont rendus coupables et complices des exactions et répressions meurtrières contre le peuple gabonais? Le neveu du président déchu et chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, n'est-il donc pas comptable de l'injustice sociale et de la misère insoutenable dans laquelle son oncle Ali Bongo a plongé et maintenu les Gabonais depuis plus de 56 ans? Amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avoleté, à ne point douter, les faits et gestes des militaires qui ont renversé Ali Bongo doivent être surveillés comme du lait sur le feu. En effet, contrairement à feu Thomas Sankara du Burkina Faso et à feu Thierry Ronlis du Galan, le général Nguema, qui s'est fait désigner président d'une transition dont personne ne connaît les contours, ne semble pas être habité par les valeurs patriotiques qui animent les militaires au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger. Les militaires gabonais ne doivent pas se tromper sur les raisons du sentiment de joie et de soulagement exprimé par les Gabonais. En effet, et c'est une évidence, si le peuple gabonais est content de la chute d'Ali Bongo, ce même peuple n'hésitera pas à retirer sa confiance aux militaires si jamais ces derniers avaient juste pour intention ou consigne de maquiller le régime d'Ali Bongo par un régime similaire de corruption et de pillage des ressources publiques en toute impunité. Et quant à la jeunesse africaine qui aspire à un véritable changement des conditions de vie, la vigilance et la résilience à l'égard des militaires au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Niger et maintenant au Gabon devraient rester de mise.
Le glas de la mobilisation des peuples africains pour leur dignité, liberté et souveraineté semble avoir sonné. Contrairement à nos parents et grands-parents, la jeunesse africaine de ce 21e siècle ne doit plus se laisser berner, tromper ou manipuler par les puissances étrangères ou leurs agents locaux postés et imposés à la tête de nos pays. La victoire ou la mort, l'Afrique vaincra. Novio avulete. Kokule, Tetenta, Keleke, Tanye. Et pour le débat panafricain de ce soir, coup d'état militaire au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, Niger et au Gabon, des coups d'état légitimes vers une souveraineté des peuples africains francophones, nos invités vont réagir en ligne depuis la France justement, une gabonaise, en France toujours avec un membre de la diaspora béninoise, à Genève avec un Togolais de la diaspora et au Niger depuis Niamey, un membre de la société civile. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avulete, la voix de la résistance africaine. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avulete. La voix de la résistance africaine. Merci de votre résistance sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avulete, la voix de la résistance africaine. Débat panafricain, coup d'état militaire au Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Gabon. Des coups d'état légitimes vers une souveraineté de certains pays africains francophones. On en débat avec nos invités qui sont déjà en ligne depuis Niger. On accueille à Niamey Salifou Omar. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir chers invités, bonsoir chers auditeurs. Merci beaucoup Salifou Omar. Vous êtes membre d'un comité de soutien au CNSP, à ces militaires qui ont pris le pouvoir depuis plus d'un mois au Niger. Vous êtes aussi membre de la plateforme Compact, au Niger Compact, qui signifie cadre de masse pour le patriotisme, la cohésion, l'ancrage du civisme et du travail. Merci de nous accompagner en ligne depuis Niamey au Niger. On accueille ici, même en Suisse à Genève, Joseph Zata Apedo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, je suis Joe Zata à Genève. Je salue les copanélistes avec qui j'ai plaisir de débattre. Tout à fait. Merci beaucoup, Joe Zata Apedo. Vous êtes philosophe, politologue togolais, diplômé de la recherche de l'Institut universitaire des études du développement à Genève. On accueille toujours dans la diaspora africaine. Cette fois-ci, on va en France. On accueille Marie-Josée Aïngomo. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs et bonsoir aux copanélistes. Vous êtes médecin cancérologue, panafricaniste d'ailleurs, responsable général du mouvement New Power Europa. Vous êtes aussi membre de la DUP, Dynamique Unitaire Panafricaine en France.
vous êtes d'origine gabonaise. Oui. On accueille toujours en France. Tout à fait. On accueille toujours en France Marcelin Quenom. Bonsoir. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir aux panélistes et aux auditeurs. Merci de m'accueillir sur Radio Canal K. Merci beaucoup Marcelin Quenom. Vous êtes citoyen africain d'ailleurs engagé, vous êtes engagé dans cette lutte de souveraineté, dans cette lutte pour la liberté des Africains. Vous êtes membre de la diaspora béninoise en France. Alors on va commencer ce débat, on va voir ce qui se passe au Niger avec Salifou Omar. Alors Salifou Omar, depuis justement plus d'un mois que les militaires ont pris le pouvoir, on voit que pratiquement toutes les semaines, dans toutes les villes du Niger, il y a de grands rassemblements qui se font en soutien d'ailleurs aux militaires. Alors finalement, pour intensifier les actions de cette résistance, la société civile s'est mise dans une coalition compacte. Alors comment se fait cette résistance au Niger? Merci Amos. Tout se passe à merveille parce que depuis 30 jours, comme vous l'avez eu à le dire, la résistance se mobilise, la résistance est en place et beaucoup de résilience de la part de la population nigérienne qui aujourd'hui, par des prières surtout, qui accompagnent les religieux, tous bords confondus, cette population arrive à faire face aux sanctions infligées, les sanctions ignobles déjà infligées par la CEDEAO et également les sanctions financières infligées par l'UEMOA. Le peuple est debout, le Niger est debout et avec, comme j'ai eu à le dire, beaucoup de résilience. Nous sommes un comité de soutien dès le lendemain du coup d'État, de façon spontanée. Nous avons créé cette structure qu'on appelait au début COS, Comité de soutien, qui par la suite s'est agrandi parce que nous avons élargi un peu notre champ à travers des adhésions de la population au niveau de Niamey et au niveau des autres régions du Niger. Et grâce à ces mobilisations, grâce à ces manifestations, plusieurs structures également se sont créées. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est une énergie positive que nous voulons faire dégager de la part de ces peuples qui souffrent. Parce que les sanctions, aujourd'hui, c'est à l'encontre de la population nigérienne. La CEDEAO disent qu'ils ont sanctionné la junte militaire, mais malheureusement, c'est la population qui en souffre le plus aujourd'hui avec la fermeture des frontières. Nous savons que 40% des échanges aujourd'hui entre le Niger et le Bénin, c'est 40% des activités économiques parce que le Niger est un pays enclavé. Et nos échanges, le transport, le commerce, l'économie, le poumon, si vous voulez, c'est avec le pays frère béninois qui malheureusement a fermé ses frontières. Et nous avons également le Nigeria, le sud, sur plus de 1000 km également, qui ont fermé leurs frontières. D'accord. Alors, ça les faut, en parlant justement du peuple nigérien. Est-ce que le Nigérien lambda s'en sort, sans langue de bois, dans cette situation de résistance, malgré les sanctions de la CEDEAO? Oui, j'allais en venir là-dessus. C'est que malgré la fermeture des frontières, le Nigérien lambda résiste et est debout aujourd'hui. Parce que, je crois, selon les informations que nous recevons chaque jour, il y a eu la période Covid. La période Covid, il y a 2 ans de cela, où les frontières étaient fermées, où c'était beaucoup plus serré, beaucoup plus sévère. Le Nigérien a résisté et on se dit qu'on était mieux préparé grâce au Covid. Aujourd'hui, le Nigérien résiste malgré, je vous ai dit, les sanctions de la CEDEAO. Et le Nigérien ne sent pas
si vous voulez, ces sanctions. Parce que la lutte prédomine aujourd'hui, la révolution prédomine dans l'esprit du Nigérien lambda, de telle sorte que chacun va qu'à ses occupations, même si les salaires ne sont pas encore tombés dans certains secteurs, la solidarité existe aujourd'hui. Et nous avions vu plus de 300 camions qui sont venus du sud-ouest par le Burkina, qui ont été escortés par les forces de défense et de sécurité des deux pays. Beaucoup de denrées alimentaires qui sont parvenues à Niamey et qui sont en train d'être acheminées à l'intérieur du D'accord. pays. Donc, Salifou Omar, vous voulez insinuer que la population nigérienne n'a pas peur de cette intervention militaire de la CEDEAO au Niger? Par rapport à l'intervention militaire, je me dis c'est du bluff de la part de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu pratiquement sur les 15 pays de la CEDEAO, il n'y a que 4 aujourd'hui qui insistent, qui menacent. C'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin, c'est le Nigeria. Tous les autres pays aujourd'hui sont contre une intervention sur le Niger. Alors, la population est prête. Le peuple est prêt aujourd'hui et nous allons nous mettre en face de toute agression extérieure. D'accord. Est-ce que parlant justement de cette solidarité, cette unité des Nigériens, c'est ce qui explique la mise en place de compacts? Vous ne voulez pas aussi éparpiller vos forces, c'est ça? Salfouma. Tout à fait, parce que Compact est né d'où? Je vous ai dit que dès le lendemain du coup d'État, il y a beaucoup de structures qui se sont créées de façon spontanée et avec plusieurs activités, plusieurs cahiers de charges. Aujourd'hui, nous avons vu que la lutte continue et que nous sommes partis sur une réflexion sur le long terme, nous sommes obligés de nous réunir, d'aller dans un même sens, d'avoir une même synergie, d'avoir une même dynamique que de disperser nos forces. Donc, nous nous sommes réunis, c'est-à-dire toutes les structures aujourd'hui se sont réunies dans ce qu'on appelle Compact, qui est le cadre, si vous voulez, de masse des populations, de cadre de masse pour le patriotisme, la cohésion, l'ancrage du civisme et le travail, Compact Niger. D'accord. Donc, toutes les structures de soutien se sont réunies autour de Compact. Et rien que hier, le gouverneur de la région de Niamey a convoqué également d'autres structures qui ne se sont pas fédérées au niveau de Compact pour que les gens aient un seul directoire de lutte. Et ça serait pareil dans les autres régions également du Niger. Donc les gouverneurs sont en train de créer un directoire, si vous voulez, pour mener la lutte, pour qu'il y ait une coordination des activités et des actions. D'accord. Alors, Salfouma, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Niamey au Niger, où vous nous parlez de cette résistance qui continue d'ailleurs. Vous l'avez suivi, le ministère des Affaires étrangères nigérien a affirmé le 29 août dernier que des services de police sont instruits par justement cette autorité militaire de transition pour procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Mais par contre, le ministère français des Affaires étrangères estime que les militaires n'ont pas autorité pour procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France. Salfouma, vous qui êtes très proche de la population nigérienne, comment la population a-t-elle accueilli ce bras de fer entre la France et le Niger? Au fait, je me dis c'est de l'ironie chez nous, parce qu'aujourd'hui, lorsque la France demande le survol du territoire, ils adressent des demandes d'autorisation auprès des autorités nigériennes. Et par comment? Si vous demandez des autorisations de survol de territoire, pourquoi vous n'allez pas accepter de respecter également les décisions prises par les autorités nigériennes par rapport à l'expulsion de l'ambassadeur de France? Je me dis, quelque part, c'est de l'ironie. Vous voyez, c'est de l'ironie. Et le peuple est derrière le CNSP pour l'accompagner.
Déjà hier, la police et la gendarmerie a été instruites pour fouiller tout véhicule qui sortait ou qui rentrait au sein de l'ambassade. Et nous savons que l'ambassadeur est persona non grata au Niger. Et d'ailleurs, hier encore, tout ce qui est avantage lié à la diplomatie, à ces documents, lui et sa famille ont été retirés. Ce qui veut dire que c'est un ambassadeur, il n'a même pas le titre d'ambassadeur, c'est un individu qui est sans papier. Et ça serait une première dans l'histoire de l'Afrique qu'un pays africain expulse un individu français en dehors de son territoire. Vous voyez. Et nous encourageons vraiment cette décision et le peuple sortira. D'ailleurs, ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes devant la base militaire. C'est pourquoi vous entendez un peu le bruit. Nous sommes devant la base militaire où des milliers et des milliers de Nigériens sont sortis en attendant demain, parce que nous savons le délai. C'est demain que le délai pour faire partir toutes les bases militaires au Niger. Donc, nous allons accompagner des prières. Nous allons nous mobiliser demain toute la journée. Nous attendons plus d'un million de personnes devant cette base. Et des personnes à l'intérieur du pays sont mobilisées, que ce soit à Dosso, à Tillabéri, qui sont proches de Niamey. Nous avons vu les autres structures lancer des mots d'ordre pour venir à Niamey. Et il y aura une marche pacifique, parce que le mot d'ordre aussi, c'est cela. La France cherche aujourd'hui un prétexte pour que la population s'en prenne aux intérêts français ou attaquer l'ambassade, etc. Nous ne sommes pas dans cette démarche, malheureusement. Nous n'avons pas l'art de la violence. Nous sommes un peuple épris de paix. Nous sommes pacifiques et nous allons mener notre lutte de façon pacifique jusqu'à ce que la France quitte d'elle-même le Niger. En tout cas, merci beaucoup, Salif Oumar, de nous avoir parlé de cette résistance au Niger qui continue d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes un membre de la plateforme Compact au Niger, Compact qui signifie cadre de masse pour le patriotisme, la cohésion, l'ancrage du civisme et le travail. Merci beaucoup, Salif Oumar, depuis Niger, et à très bientôt en toute résistance. Bonsoir. Merci beaucoup, Amos. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Et on continue avec le débat panafricain. On va maintenant relancer Marie-Josée Aïn-Gomo, gabonaise d'ailleurs. Alors, Marie-Josée Aïn-Gomo, vous avez écouté Salif Oumar qui nous a parlé de cette résistance qui continue. Alors, quelle est votre réaction après l'avoir écouté, Marie-Josée Ngomo? Écoutez, vous savez, depuis maintenant quelques années, on note un éveil de conscience au niveau de la jeunesse gabonaise, même de la jeunesse africaine, et également au niveau même de la génération, des générations actuelles. Nous avons compris désormais que notre mal le plus profond, c'est la France, c'est-à-dire la politique france-africaine qui a été imposée à nos États depuis les pseudo-indépendances. Donc, je ne suis pas surprise que le travail qui est fait par les panafricanistes depuis un certain temps porte du fruit maintenant et que les pays aient décidé de se séparer, de chasser la France de leur territoire. Je pense que si la France avait été beaucoup plus maligne, elle aurait pu aider au développement des différents pays. Mais elle a voulu être prédatrice, elle a voulu être oppressante, tyrannique, et maintenant elle subit, les conséquences de sa politique. Donc j'encourage, je suis de tout cœur avec le peuple nigérien et je les encourage vraiment à tenir ferme parce qu'il est évident qu'ils sont sur leur territoire, le Niger leur appartient, le Niger n'appartient pas à la France a son territoire géographique, donc il n'est pas question que la France impose sur un territoire qui n'est pas le sien. Elle a assez pillé, elle a assez volé, d'accord? L'uranium nigérien ne lui appartient pas et on sait pertinemment que 25% de l'uranium que la France a dans son pays, qui lui sert bien entendu à alimenter ses centrales nucléaires, donc évidemment toute la population française a électricité, ce qui n'est pas le cas au Niger. Donc ça suffit, ça suffit le pillage et je pense qu'il est temps que les Nigériens prennent leur destin en main
qu'ils utilisent les richesses que Dieu leur a données dans leur sous-sol pour pouvoir se développer et s'en sortir. D'accord. Alors, Josata Pédo, vous êtes philosophe et politologue togolais. Vous suivez de près tout ce qui se passe actuellement au Niger. On va quand même parler aussi de ces coups d'État là, par rapport au débat. Alors, vous avez suivi Salvo Omar depuis Niger. Tout à l'heure, Marie-Josée Ayingomo, la Gabonaise, qui soutient cette résistance au Gabon. Quelle est votre lecture de la situation? Quel est l'enjeu réel? Qu'est-ce qui se passe actuellement au Niger? Monsieur Sylvain Amos, j'ai bien écouté la description de la résistance par notre copanéliste, Monsieur Salifou Omar. Il nous a décrit un peuple debout, un peuple engagé, un peuple conscient et éveillé, un peuple mobilisé qui ne se laisse pas conter des histoires. Et donc, le peuple nigérien a choisi de défendre sa propre cause. Et le moment est venu pour cela. Avec les médias de masse que nous avons aujourd'hui, le monde est tout petit. Ce qui se passe dans un coin de l'Afrique, dans un ailleurs lointain, nous le vivons en temps réel. Et les souffrances imposées aux Africains par la France sont connues par les Africains de longue date, et surtout nos générations, notre génération actuelle est au fait de tout cela. La France a amené en Afrique un système d'ancien régime. Au moment où la France entreprenait la colonisation, ce système de choses était hors la loi en Afrique, en France. Et donc, les colonisateurs, ce sont des bandes de bandits qui ont envahi l'Afrique et qui ont fait des choses qui ne sont pas praticables chez eux en France. L'ancien régime français, tel qu'il a été transporté en colonie, est inadmissible. C'est un manque de respect pour nos populations, un déni de nos libertés. Notre sœur Marie-Josée Ngomo l'a bien décrit. Comment est-ce possible qu'un pays, le Niger, avec autant de minerais, d'uranium, si je m'en tiens à cela, comment est-ce possible que le Niger ne soit pas développé? Parce que c'est de l'énergie. L'uranium, c'est la source de l'énergie. Et donc, les chemins de fer devraient se mettre en place au Niger. Et les infrastructures modernes. Le Niger, c'est un pays qui est assis sur l'eau. Et l'eau au Niger se trouve à l'état de fossile. Mais avec l'énergie, on peut aller chercher facilement cette eau dans le sol et la dispatcher un peu partout dans le Niger. Mais la France et son ancien régime tournent le dos à ces réalités des faits. D'accord. Parce que pour eux, les Africains n'ont pas besoin de ces ressources. D'accord. Merci beaucoup, Josata, pour votre analyse. On va relancer maintenant Marcelin Konom. Il est de la diaspora béninoise en France, grand panafricain d'ailleurs. Alors, Marcelin Konom, je sais que vous suivez de très près également ce qui se passe au Niger. Tous les Africains d'ailleurs suivent de près cette résistance. Salifou Omar, depuis Niamey, l'a décrit et tout à l'heure que malgré la pression, malgré les sanctions de la CEDEAO, le peuple nigérien est debout pour cette résistance. Alors, comment est-ce que les Africains doivent comprendre cette résistance? Comment est-ce qu'on doit, on doit soutenir le Niger? Marcelin Konom. Oui, merci Sylvain de me donner la parole.
Je pense que si on doit trouver un synonyme du mot résistance, on peut facilement dire que c'est noir. Parce que aujourd'hui, si on voit le peuple nigérien debout contre les sanctions de la CEDEAO, j'espère que vous m'entendez bien. Allez-y, on vous entend. Allez-y. D'accord. Si on voit le peuple nigérien debout aujourd'hui contre ces sanctions qui sont d'ailleurs illégales puisqu'elles ne sont inscrites nulle part dans les statuts de la CEDEAO, c'est parce que de tout temps, le Noir a toujours résisté. Le Noir n'a pas commencé à résister avec le combat panafricaniste. Le Noir a résisté pendant la traite négrière. Le Noir a résisté après la colonisation. Le Noir a résisté lorsque, à un moment donné, il a voulu prendre son indépendance totale. Depuis la nuit des temps, le Noir résiste. Je dirais même depuis l'époque de Jésus, parce que Jésus était noir. Si on a crucifié, c'est parce qu'il était noir. Donc, le mot résistance a pour synonyme noir. L'homme noir. C'est l'homme noir qui résiste le plus dans ce monde. Et c'est pour ça que nous n'avons pas encore disparu. Parce que tout cela est spirituel. Ce qui se passe, c'est simplement de la négrophobie. N'ayons pas peur de dire les mots. Moi, tu me connais, Sylvain, je n'aime pas mâcher mes mots. Tout ce qui se passe, c'est simplement de la négrophobie. Tenez-vous bien. En 1966, la France a demandé aux Américains de quitter son territoire. Et les Américains lui ont demandé une transition de 2 ans pour partir. Et le général de Gaulle a refusé. Ça, c'est des faits historiques. On n'est pas en train d'inventer. Elle-même, qui aujourd'hui, quand on lui dit de quitter le territoire, dit « je ne pars pas ». En 1966, allez chercher. De Gaulle a dit à la France, aux Américains, merci de nous avoir aidés, mais le fait que vous stationniez toujours dans le pays, on a l'impression d'être occupé. Donc, on vous demande maintenant de repartir. Et les Américains, choqués par cette demande, ont demandé 2 ans à De Gaulle. Et De Gaulle a refusé. Ils ont refusé. Donc, quand les Africains disent aux Français de partir, ce n'est pas de trop. Pourquoi? Parce que les Africains ne sont pas contre les Français, ils le savent. Ce dont nous sommes contre, c'est que tu ne peux pas dire, quelqu'un ne peut pas être chez toi et tout le temps tu es dans des problèmes. Tout le temps tu es dans des problèmes. Moi, je rigole quand j'entends Macron dire, oui, nous avons perdu 54 soldats au Mali, si nous n'étions pas là, le Mali ne serait plus un État. Mais la question que Macron oublie de dire, c'est qui a favorisé cet état des choses? Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui allait détruire la Libye, qui a tué Kadhafi? Donc normalement, ce travail-là, il est gratuit. C'est ce qu'on appelle le service après-vente. Vous avez vendu la démocratie en Libye. Vous avez vendu une démocratie de paille. Vous avez laissé les gens s'acoquiner avec des armes dont normalement seul un corps habillé et, je vais dire, assermenté a le droit d'utiliser. In fine, les gens se sont éparpillés dans le monde, sur le continent africain, dans le Sahel, et ont commencé à dérouler une idéologie, soi-disant, de djihadisme. Mais tout ça, c'est bien voulu. Tout ça, c'est bien voulu. Donc, si la France intervient au Mali, au Burkina Faso ou au Niger pour éradiquer le terrorisme, mais c'est de bonne guerre, puisque c'est elle qui en est la cause. C'est elle qui en est la cause. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut noter, lorsque le Mali a demandé à la France, lorsqu'Assimi Goïta, le président de la transition Assimi Goïta, a demandé à Ibeka de donner sa démission, et vous constaterez que ces 3 coups d'État qui ont eu lieu, à part en Guinée, tous les autres n'ont connu aucune mort. Donc l'objectif, c'est pas le pouvoir. Parce que quand la France elle faisait des coups d'État, il y avait des morts. Souvenons-nous de Sylvanus Olympio, c'est un coup d'État de la France, mort dans l'ambassade américaine. Souvenons-nous de Bokassa, lorsque Jean-Baptiste Bokassa a été déposé, où on avait déposé avant Daco, on l'avait emmené en France, et ensuite on l'a remis dans l'avion des barbouzes légionnaires français pour le ramener en Centrafrique. Il y a eu aussi des morts. Souvenons-nous du coup d'État qu'ils ont voulu faire au Bénin. Il y a eu des morts. Mais bizarrement, quand c'est militaire, c'est même militaires qui ont des armes pour leur coup d'État, il n'y a pas de morts. Donc on doit comprendre la dimension aussi spirituelle de ce qui se passe. On doit vraiment comprendre qu'il y a une dimension hautement spirituelle
de ce qui se passe. Je remonte un peu plus loin en Afrique du Sud. Lorsque Peter Willem Botha, premier président de Boer en Afrique du Sud, a fait un discours que tout le monde peut retrouver aujourd'hui, c'est pas caché. Il a dit, l'objectif de nous, les Occidentaux en Afrique, c'est d'éradiquer les Noirs afin de jouir de cette terre qu'ils ne méritent pas. Et nous devons tout mettre en place pour que la population noire n'existe plus dans l'avenir. Ça, c'est un texte qui a été écrit, c'est un discours devant un public qui a applaudi au temps de l'apartheid. Monsieur le chancelier Gerhard Schröder a dit, nous sommes laissés endormis par les Asiatiques, par la Chine, les Asiatiques aujourd'hui, qui sont devant nous. Nous ne permettrons pas que l'Afrique s'industrialise et nous dame le pignon. Ce serait une grave erreur pour l'Europe. Donc tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas totalement pour les matières premières. C'est aussi pour aviliser, vassaliser, laisser le noir dans une situation de précarité extrême qui doit toujours tendre la main. Donc nous devons revoir cette résistance alors. On devait amplifier les actions. Exactement. Pourquoi? Parce que si vous regardez le modus operandi des Occidentaux, il n'a pas changé. D'accord. Marcelin Kellombe, je vous comprends. C'est le débat quand même. On va reprendre le débat. On va continuer votre développement dans le débat. Et on revient maintenant dans ce débat panafricain aujourd'hui même sur Canal K, sur Radio Avolete. Coup d'État militaire au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, maintenant au Gabon. Des coups d'État légitimes vers une souveraineté de certains pays africains francophones, on l'a bien dit francophones. Alors on va relancer maintenant depuis la France, Marie-Josée Aïe Ngomo, justement qui est un des responsables du mouvement New Power, New Power Europa. Vous êtes gabonaise, justement, on parle des coups d'État. Est-ce que ces coups d'État sont légitimes? Au Gabon, on l'a vu, mercredi dernier, on a déposé à Ali Bongo et le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, à la tête du comité pour la transition et la restauration CTRI. Justement, il est une figure emblématique dans le système Bongo, au pouvoir depuis plus de 50 ans. Alors, Marie-Josée Aïe Ngomo, comment peut-on comprendre la joie, je parle de la joie des populations gabonaises, dès l'annonce du coup d'État perpétré par ce dernier? Vous savez, lorsque vous avez été dans un système tyrannique, oppresseur, incompétent, usurpateur pendant, on va dire, 14 ans pour ce qui est de M. Ali Bongo, mais 56 ans si on rajoute les 40 ans du règne de Bongo Père, je peux vous assurer que lorsque on fait tomber ce régime qui était soutenu par la France, mais on en reviendra parce que je pense qu'on va en reparler, ça ne peut que déclencher une satisfaction énorme, de l'euphorie, d'accord, et une liesse populaire. Vous savez, lorsque ces élections 2023 ont commencé à être organisées, il y a eu des signes avant-coureurs qui montraient que les Gabonais ne se laisseront plus faire comme cela l'a été en 2016. Vous savez qu'en 2016, il y a eu plus de 300 morts après les violences post-électorales. Depuis 1993, date à laquelle on a eu la première élection multipartite, nous avons eu systématiquement une tricherie au niveau des élections, c'est-à-dire que nous avons des résultats qui étaient truqués, qui étaient validés par la Cour constitutionnelle et forcément qui donnaient toujours gagnant le candidat Bongo. Et ça entraînait systématiquement des violences post-électorales avec des morts. Nous avons eu des morts en 1993, nous avons eu des morts en 1998, nous avons eu des morts en 2005, nous avons eu des morts en 2009
et nous avons eu des morts en 2016. Je pense qu'il n'y a que 2005 où il n'y a pas eu de mort parce que justement, le candidat, M. Mamboudou, n'avait pas demandé aux gens de réagir. Il avait plutôt calmé le jeu. Mais sinon, nous avons eu systématiquement des morts. Donc, vous comprenez que pour les Gabonais, cette élection 2023 était une élection où ils ont accepté parce qu'au départ, ils n'étaient pas très favorables aux élections parce qu'ils se disaient que ça allait être la même chose. Mais là, ils ont décidé d'y aller et d'en découdre. Et j'avais fait une vidéo muette où simplement je présentais des feuilles où je notais que la situation au Gabon, la tension sociale était telle que nous étions dans une situation quasi insurrectionnelle. Ça, c'était marqué. Et évidemment, c'était certain, au vu de ce qui s'est passé là, que le régime Bongo a voulu encore truquer les résultats. C'était sûr que la population allait descendre dans la rue. Du coup, les militaires ont fait donc ce coup d'État. Et ce coup d'État ne pouvait que satisfaire la population parce que, 1, ça faisait tomber le régime Bongo PDG. 2, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée. Et ça, c'est très important, et je pense que mon prédécesseur en parlait, c'est très important. Et maintenant, effectivement, les Gabonais se réjouissent, parce que c'est normal, ils ont un sentiment de liberté, un sentiment, et ils sont très reconnaissants vis-à-vis des militaires, mais je pense que on reviendra tout à l'heure sur ce coup d'État, bien entendu. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à justement, merci beaucoup Marie-Josée Ngomo, on reste toujours avec vous, puisqu'il s'agit du Gabon, vous êtes Gabonais, vous pouvez mieux nous expliquer ce qui se passe au Gabon, la joie des populations, vous l'avez dit tout à l'heure, mais n'est-ce pas ces mêmes militaires qui, durant justement les 41 ans de la dictature du père Omar Bongo et les 14 années de celle du fils Ali Bongo, ces militaires se sont rendus comptables et complices des exactions et répressions meurtrières contre le peuple gabonais. Et justement, le nouvel homme fort, il est justement le neveu du président déchu et chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, n'est-il donc pas comptable de l'institut social et la misère insoutenable dans laquelle son oncle, justement, Ali Bongo, a plongé et maintenu les Gabonais depuis 53 ans ou 56 ans? On a souvent tendance à dire que la population oublie vite, le peuple oublie vite. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que la population gabonaise ne regarde pas M. Oligui comme étant comptable de ce qui s'est passé, pour l'instant en tout cas. Il le regarde plutôt comme étant quelqu'un qui est venu les sauver, qui les a libérés de cette oppression tyrannique qu'ils subissaient depuis maintenant des décennies. Maintenant, moi, en tant que panafricaine et observatrice un peu de ce qui se passe, la politique, que ce soit la politique étrangère en Afrique en particulier, que ce soit au niveau dans mon pays, le Gabon, j'ai une analyse un peu de la situation par rapport un peu à ce coup d'État. À ce coup d'État qui, moi, est plus, j'ai envie de dire, une révolution de palais ou alors un coup d'État france-africain qu'un coup d'État patriote, par des militaires patriotes. On peut avoir la surprise de voir les choses changer. Mais pour l'instant, c'est l'analyse que nous, les panafricains, nous en faisons, d'autant plus que j'ai écouté plusieurs panafricains qui se sont exprimés là-dessus, qui pour eux, ce n'est pas du tout un coup d'État révolutionnaire, patriote, ça ressemblait plus à une révolution, un coup d'État réactionnaire colonial, comme dit Monsieur Bandakani, ou à une révolution de palais, ou alors un coup d'État france-africain. En fait, ce que je pense personnellement, c'est que la France a pris conscience de ce qui se passait en Afrique de l'Ouest, que la population était vraiment décidée à en finir avec tous les régimes dictatoriaux. Et ils ont eu la chance, en Afrique de l'Ouest, qu'il y ait des militaires patriotes qui ont fait des coups d'État dans le but vraiment de sortir leur pays de la situation dans laquelle ils étaient plongés depuis des années. Maintenant, ce qui fait que, ayant observé cela, ayant vu la liesse populaire qu'il y a à chaque fois qu'il y a un coup d'État, la France a dû se dire, bon, on ne va pas se laisser surprendre, comme ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger. Il va falloir que l'on prenne les choses en main. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'Afrique centrale? Ben, on va observer également et on va leur donner un coup d'État. On va leur proposer un coup d'État. On sait qu'ils seront contents d'avoir ce coup d'État. Mais derrière, les choses vont continuer. On va orienter
la population dans une direction, une certaine vision, mais nous, derrière, nous allons maintenir les choses. Ce qui fait que le coup d'État a été préparé depuis quelques temps déjà. Parce que lorsque la CGE déclare Ali Bongo vainqueur des élections présidentielles de 2023, avec des chiffres évidemment truqués, quelques minutes après, il y a un coup d'État, un renversement de quelqu'un qui était très proche de M. Ali Bongo. Alors, on va pas me dire que les gens sont... En fait, on va pas me dire que c'est quelque chose qui a été décidé sur le coup. D'accord. Non, c'est quelque chose qui a été préparé. D'accord. Et je voudrais terminer en disant que la garde républicaine au Gabon, c'est l'armée qui est la plus armée, on va dire ça, qui a des armes et des munitions. D'accord? Les autres, la police, la gendarmerie, ne sont pas aussi bien armés que la garde républicaine. Cette garde républicaine a en son sein des conseillers militaires français. Nous savons également que la DGSE est au Gabon. Nous avons une base militaire française, le 6e BIMA, basée au Gabon. Alors, je ne pense pas qu'un coup d'État peut se préparer sans que la France ne soit informée ou sans qu'elle nous donne son aval. C'est pour ça que nous avons cette sensation en tant que panafricains qu'en fin de compte, ce coup d'État est un coup d'État france-africain. D'accord. Nous attendons maintenant, il est probable, mais après, nous espérons, nous allons voir comment va se comporter Monsieur Oligui, Monsieur Oligui Nguema, qui préside actuellement la transition. Nous espérons qu'il comprendra qu'en ce qui concerne l'Afrique, nous sommes dans un mouvement, d'accord, qui est irréversible, absolument irréversible. D'accord. Et nous espérons qu'il prendra l'exemple qu'a pris les autres militaires patriotes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. D'accord, espérons quand même. Mais en tout cas, Marie-Josée Ngomo, merci beaucoup de votre réaction sur ce qui se joue au Gabon après ce coup d'État. Ali Bongo, fils à papa qui ne veut pas lâcher le pouvoir l'a lâché. Au Gabon, on va relancer maintenant Josata Apédo, le Togolais, grand panafricain d'ailleurs, philosophe, politologue. Alors, quelle est votre réaction? Vous avez suivi tout à l'heure Marie-Josée Ngomo. Le débat, c'est coup d'État militaire au Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger et maintenant au Gabon. Des coups d'État légitimes vers une souveraineté de certains pays africains francophones. Quelle est votre réaction, Josata Apédo? Je salue vraiment notre sœur Marie-Josée Ngomo pour sa lecture vraiment objective de la situation. La France, avec son ancien régime, avait choisi son camp, le camp des Bongo, pour étouffer la population gabonaise. Et cela a duré plus d'un demi-siècle. Et donc, c'est des souffrances endurées. C'est des humiliations au quotidien. Puis, arrive ce coup d'État. Bien sûr, vu de l'extérieur, on pourrait appeler cela un coup de palais ou un jeu de chaises, etc. Mais c'est ceux qui sont autour, qui sont plus proches, qui ont aussi la marge de manœuvre. Et donc, la chance, c'est que ce coup d'État a eu lieu et qu'il y a un renversement de la situation. Maintenant, il faut qu'on en arrive à créer un nouveau régime. Un régime conforme aux aspirations des populations. Par exemple, le pouvoir détenu par un individu, un clan ou une dynastie, ça, il faut biffer cela. Le fait que les gouvernants prennent leurs ordres en France par l'intermédiaire des ambassadeurs ou des conseillers d'ambassade, ça aussi, il faut le rayer. Et maintenant, ce que nous attendions de longue date, c'est la libération, c'est le ouf de soulagement. Et on a vu dans le visage
des manifestants, ce bonheur, c'est-à-dire, oui, cet inattendu, ce surgissement de l'imprévu qui réjouit tout le monde. Maintenant, il faudra absolument qu'on n'ait pas un trou de mémoire pour ne pas renouer avec l'ancien régime, avec le système dynastique, avec le pouvoir autocratique. Mais je sais pas, Joe Zata Pedo, mais jusque-là, on ne voit pas. Oh, peut-être que c'est nous qui allons très vite en besogne. On ne voit pas ces militaires gabonais tenir un discours comme celui du Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger. On ne le sent pas. Les Africains ne le sentent pas. Oui, parce ces militaires ont été pendant de longues dates eux-mêmes pris dans les mailles du système d'ancien régime. Ils ont fait leur carrière, ils ont reçu leur galon, leur promotion dans ce système. C'est comme un écosystème pratiquement. Mais le coup d'État, du fait de sa réussite, est une nouvelle donne. Les acteurs au pouvoir aujourd'hui, les militaires précisément, ont des oreilles. Ils écoutent le monde. Ils savent que le peuple ne veut plus un système personnalisé d'ancien régime. Il faut la démocratie. Et actuellement, l'opposition au Gabon, qui s'était réunie autour de M. Ossa, et dans les conditions difficiles de cette élection, M. Ossa a eu les suffrages que la commission électorale a essayé de torpiller en 17 minutes. L'opposition réunie demande, et d'ailleurs elle clame sa victoire. Et donc, il faut qu'on rentre en modernité. Il faut que ces militaires créent les conditions de la démocratie, c'est-à-dire prennent acte qu'ils se sont dressés contre une triche électorale, contre un régime dynastique, et donc c'est le moment ou jamais de passer à la démocratie. Et donc, la fonction aussi crée les individus. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une position donnée, vu les attentes que la population exprime, ils seront obligés, ces militaires, de jouer la carte du peuple et non plus du conservatisme. S'ils veulent rester dans le conservatisme du pouvoir, ils seront balayés aussi, parce qu'ils se mettent dans les situations. D'accord. Ils se fragilisent. Ok, on a compris. Alors, Marcelin Quenom, je l'ai dit tantôt, vous êtes citoyen africain engagé, membre de la diaspora béninoise en France. Hein, vous avez suivi la Gabonaise Marie-Josée Aïngomo et le Togolais Joe Zata Pedo. Je vous repose la même question par rapport au débat. Coup d'État militaire au Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger et maintenant au Gabon. Des coups d'État légitimes, le mot est pesé. On parle aussi de souveraineté vers une souveraineté de certains pays africains francophones. Quelle est votre lecture de la situation, Marcelin Quenom? Oui, merci Sylvain. Par rapport au coup d'État au Gabon, tout à l'heure je parlais de spiritualité, excusez-moi, mais je vais revenir. Je vais revenir pour qu'ensemble, qu'on voit un peu ce qui se passe sous nos yeux. Alors, j'ai entendu la lecture du docteur Ngomo, j'ai entendu la lecture du politologue aussi. Je ne contredis pas, bien au contraire, c'est une lecture pertinente. Je voudrais apporter un petit plus. Avant ce coup d'État au Gabon, nous avons connu celui du Niger où il y avait en attente une force d'attente qui devait rentrer au Niger pour remettre Bazoum au pouvoir. Enfin, on connaît tous le storyboard, on ne va pas le refaire. Ensuite, après cela, nous avons eu une demande à l'ambassadeur français qui sont au Niger de rentrer, demande refusée par les mêmes, la France.
Ensuite, nous avons élection au Gabon. Et l'élection au Gabon s'est passée comme elle s'est passée. Coupure Internet, les gens étaient interdits de suivre le dépouillement à Paris. On a tous vu les vidéos. Très bien. Et à 3h ou 4h du matin, on passe en force, on annonce les résultats. Et une demi-heure après, M. Bongo est déposé. Au Niger, il y avait une force d'attente qui devait remettre le pouvoir, M. Bazoum au pouvoir. Au Gabon, on a déclaré vainqueur M. Ali Bongo. Donc officiellement, il était président. On ne peut pas dire qu'on a arrêté le processus électoral. Le processus électoral est allé jusqu'au bout. Et la CGE a donné les résultats. Bonnes ou truquées ou pas truquées, peu importe. Elle a donné des résultats. Et une personne est sortie vainqueur de ces élections, c'était M. Bongo. Sans surprise. 30 minutes plus tard, le monsieur est déposé. Le lendemain, nous entendons le porte-parole du gouvernement français dire qu'il condamne le coup d'État au Gabon et qu'il suivait la situation de près. Bizarrement, on n'a pas dit nous envoyons un avion pour reprendre nos ressortissants, chose qui a été faite tout de suite au Niger. Premier point. Deuxième point, on n'a pas dit qu'on allait réunir la CEMAC pour justement former une force d'attente pour condamner le coup d'État et mettre des sanctions sur le Gabon. Et troisième chose... Donc, pour vous, pour être clair, pour vous, la France fait du 2 poids 2 mesures quand on parle du cas Niger-Gabon. Ah ben, elle a reconnu le coup d'État et on va plus loin. Une fois que la France a reconnu le coup d'État au Gabon... Donc, coup d'État légitime alors? Non. Je ne suis pas dans la légitimation du coup d'État. Je suis en train d'analyser le coup d'État entre le Niger et le Gabon, les deux situations. On a une situation au Niger où on ne reconnaît pas le coup d'État, on ne reconnaît pas les personnes au pouvoir. Même si derrière, on leur envoie des demandes pour leur dire oui, on veut passer sur votre zone aérienne, est-ce que vous acceptez? Mais officiellement, on ne les reconnaît pas. Et de l'autre côté, officiellement, devant le monde entier, on l'a reconnu. On a condamné le coup d'État, mais on n'a pas demandé à ce que M. Bongo soit remis dans son fauteuil, qu'il a été démocratiquement élu. Donc on a reconnu le coup d'État. C'est une analyse. Je peux me tromper, mais c'est mon analyse. Maintenant, quand on va plus loin, on constate qu'après que le porte-parole du gouvernement français ait fait cette déclaration tout à fait fade, sans aucune énergie, donc on sent que derrière, on était au courant du tout, qu'il n'y a pas de surprise. On a M. Tinubu qui dit que finalement, ils sont d'accord pour une transition de 9 mois. Voilà où le côté spirituel rentre. Pourquoi? Parce que quand au Niger, vous avez dit on va attaquer, et que la même chose se produit de l'autre côté, en Afrique centrale, et que vous dites qu'on n'a pas attaqué, vous n'avez plus de légitimité à attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer d'un côté et refuser d'attaquer de l'autre. Donc, ils se sont fait prendre à leur propre piège. La France a voulu courir plus vite que la musique. Peut-être que le coup d'État qui devait se faire au Gabon, ce n'était pas maintenant. Ça devait peut-être se faire après que M. Bongo soit assis. Mais ils ont voulu anticiper les choses et ils se sont fait prendre à leur propre piège. Donc maintenant, devant le monde entier, ils ne peuvent plus parler d'intervention de la... Vous entendez encore la CNRO? Vous n'entendez pas. Elle ne peut plus. L'AFP, aujourd'hui, vous allez sur le site de l'AFP, elle-même, l'AFP a publié aujourd'hui que, aujourd'hui que M. Tinubu était d'accord pour une transition de 9 mois, que cela s'est déjà produit au Nigeria, que pendant 9 mois, en fait, ils sont en train de reconnaître que voilà, la transition va durer 3 ans. Comme ils l'ont reconnu au Mali, ils avaient donné 9 mois, et à la fin, c'est les 3 ans qui sont passés. Donc, ils demandent aux nouvelles autorités nigériennes de négocier les 3 ans, bon, diminuer un peu, mettez 28 mois, bah, même si les autorités nigériennes disent aujourd'hui, au lieu de 36 mois, bon, on va faire 34 mois, ils vont accepter. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le coup d'État du Gabon, en fait, vient d'annuler la guerre au Niger. Parce que si jamais il y a guerre au Niger, les gens vont demander d'aller faire la même chose au Gabon. Le président a été élu. Tout à fait. Dans un processus. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire la guerre au Niger, mais vous n'allez pas faire. La France vient de se mettre la corde au cou et on va la tirer doucement pour que le supplice soit doux à voir.
D'accord. Moi, je jubile quand je les vois en train de. Vous savez, comme quand vous prenez un poulet, et vous prenez le cou, vous essayez de l'étouffer. Vous voyez, comme c'est pas Trump, c'est exactement la même chose. Comment au Gabon un coup d'État puisse se préparer que la France, qui est là depuis, qui gère le pays, n'est pas au courant. Faut pas... Maintenant, quant à la joie de la population, elle est compréhensible. Des gens qui souffrent depuis 50 ans. Vous vous rendez compte, on a récolté en l'espace de quelques jours près de 500 milliards dans ce pays de 2 millions d'habitants. 500 milliards. Dans ce pays, des gens ont 500 milliards. Et vous avez des gens qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui souffrent du minimum vital. Mais quand, même si le coup d'État a été préparé, quand ils voient ça, c'est normal, c'est humain. Vous débarrassez d'un fardeau, c'est humain. Après la joie, les esprits vont s'apaiser, une lecture de fond va se faire dans la population gabonaise, qui elle-même va se rendre compte de certaines choses, et les choses vont repartir. D'accord. Moi, j'ai déjà dit à des amis qu'il y aura un deuxième et un troisième coup d'État au Gabon avant qu'on ne soit sûr que maintenant le système Bongo va effectivement changer. Parce que pour l'instant, c'est enlève-toi et je m'assois à ta place. D'accord. De la chaise musicale. D'accord. Voilà. Merci Marcelin Konom. Mais justement, on va relancer Marie-Josée Ngomo depuis la France. Vous avez suivi tout à l'heure Marcelin Konom qui parle de deux poids, deux mesures par rapport à ces coups d'État au Niger et au Gabon. Est-ce que vous lui donnez raison, Marie-Josée? Oui, tout à fait. Je partage son analyse, vraiment du début jusqu'à la fin. Je pense que le coup d'État au Gabon vient mettre un grain de sable dans la machine France-africaine au niveau du Niger. On ne peut pas, d'un côté, vouloir attaquer des militaires patriotes au Niger parce qu'ils ont fait un coup d'État, et puis de l'autre côté, laisser le coup d'État au Gabon en se disant que c'est pas du tout la même chose. Je voudrais dire à ces personnes qui disent que c'est pas du tout la même chose, que au Gabon, il y a pas toute la partie djihadiste, que c'est vraiment quelque chose d'institutionnel parce qu'on voulait tricher au niveau des résultats électoraux. Mais attendez, depuis 1993, 1998, 2005, 2009, 2016, il y a des coups d'État électoraux au Gabon. Toujours. Pourquoi en 2023, on se dit, c'est pas la même chose qu'au Niger? Maintenant, eux-mêmes, ils sont pris à leur propre piège. Et je partage tout à fait, effectivement, l'avis de Marcelin. Je pense qu'ils n'ont plus la légitimité. D'ailleurs, ils n'avaient même pas du tout. Déjà, ils n'avaient pas. Parce qu'ils n'ont pas allé s'attaquer à un pays souverain par rapport à sa propre... Parce que cette personne veut absolument reprendre sa souveraineté. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Là, effectivement, ce que la France fait, c'est du deux poids, deux mesures. D'accord. Tout à l'heure, Joe Zata, le Togolais, parle de l'opposition. Justement, Ondo Ossa, le candidat unique de l'opposition, demande aux militaires de reconsidérer l'élection présidentielle, puisque cette élection est annulée par ces militaires-là, après ce coup d'État. Alors, Ondo Ossa estime que c'est lui qui a gagné cette élection présidentielle, et éventuellement, si le coup d'État est consommé, quelle pourra être la conduite de l'opposition gabonaise face à cette situation? Alors, effectivement, le professeur Ondossa réclame le comptage, de finir le comptage des bulletins, parce que les chiffres qu'il a en sa possession lui donnent vainqueur d'élection de 2023. Malheureusement, la CGE a proclamé des résultats contraires. Nous savons que ce sont des résultats qui sont truqués. Parce que malgré la triche qui a été organisée, malgré toutes les modifications du code électoral, de l'absence des bulletins de vote du candidat Ondossa dans certains bulletins de vote, malgré l'achat des consciences, malgré l'achat des récépissés, etc., les Gabonais se sont mobilisés en masse et ont élu, d'accord, monsieur Ondossa. Malheureusement, comme en 2016, d'accord, la CGE va proclamer des résultats contraires à ceux des urnes, à ceux sortis des urnes. Maintenant, comme il y a eu un coup d'État et que
ce coup d'État, les militaires ont décidé non seulement d'annuler les élections, donc à partir du moment où ils annulent les élections, il me paraît difficile que M. Ondossa puisse avoir gain de cause. Parce que l'objectif de ce coup d'État n'était pas, à mon sens, que M. Ondossa arrive au pouvoir. La France n'a jamais voulu, depuis 1993, que le candidat élu du peuple, je dis bien le candidat élu du peuple, accède à la magistrature suprême. Ce n'est pas dans le logiciel ni l'ADN de la France-Afrique. Depuis 1993, les Bongo n'ont jamais gagné les élections. Jamais, jamais, jamais. Mais à chaque fois, il y avait, c'était le candidat de l'opposition qui remportait la victoire. Donc, ce coup d'État n'a pas pour but d'amener le professeur Ondossa à la magistrature suprême. Parce que si ça avait été le cas, ben, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient effectivement fait ce coup d'État. Ils auraient dit qu'ils allaient peut-être terminer le comptage des bulletins, et puis ils auraient demandé à M. Ondossa ben voilà, de venir, de prêter serment et puis de gérer le pays. S'ils ne le font pas, c'est pas l'objectif. Et aussi parce que M. Ondossa n'était pas le candidat que la France voulait. Par conséquent, il préfère faire annuler les élections par le biais d'un coup d'État, mettre à plat les institutions, parce que c'est vrai que les Gabonais en avaient un peu marre de Mme Boronso, qui était à la Cour constitutionnelle depuis 30 ans et qui à chaque fois validait les élections truquées. Donc, on fait tomber les institutions. Je parle de la Cour constitutionnelle, entre autres, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Et pour pouvoir refaire des élections dans quelques temps, libres et transparentes, mais nous soupçonnons que la France, pendant ce temps, va se préparer un poulain, s'il ne l'a pas encore déjà prévu, pour pouvoir le présenter, qu'il se présente et que ce soit lui qui gagne les élections. Et comme ça, la politique france-africaine, le système france-africain va perdurer, va continuer, comme l'ont fait depuis 56 ans maintenant. Alors, moi, je pense que passer le cap de l'euphorie, d'accord, de la liesse, hein, de la satisfaction de la chute de ces régimes, il faut quand même que les Gabonais restent éveillés pour comprendre que nous sommes dans une lutte de fond, structurelle. Il ne faut pas que l'on perde de vue que le système Bongo-PDG n'est qu'une émanation de la France-Afrique, du système france-africain. Et que si c'est juste pour changer des personnes à la tête du pays et que le système demeure, nous n'allons pas sortir du sous-développement dans lequel nous sommes. Nous serons toujours opprimés. Nous serons toujours sous-développés. Il faut donc que les Gabonais le comprennent et veillent. Et à ce moment-là, pousser les militaires qui ont pris le pouvoir à être, s'ils ne le sont pas, des militaires patriotes, à l'instar de ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ça, nous devons absolument veiller et que la France doit comprendre qu'on ne la laissera pas faire. On ne la laissera pas faire parce qu'elle ne pourra pas empêcher l'histoire de se réaliser. Nous sommes dans une révolution africaine. Et la révolution africaine a touché aussi le Gabon. Donc, il lui reviendra de bien réfléchir et ne pas croire que parce qu'elle va nous faire un tour de passe-passe, on n'a pas compris. Nous sommes maintenant très éveillés, on a compris comment ça fonctionne et il faut que les Gabonais aussi restent très éveillés, mettent la pression s'il le faut au niveau des nouvelles autorités pour qu'on aille dans le sens du bien de la population gabonaise. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Josée Aïngomon, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les Gabonais doivent se réveiller, veille patriotique. Alors, Marcelin Konom, vous qui nous accompagnez également dans ce débat panafricain, tout au long de ce débat, vous avez évoqué le côté spirituel. Hein. On connaît maintenant l'enjeu, hein, les politiques nous ont tellement menti sur le plan international, on veut éliminer, entre guillemets, les Africains, on doit être debout maintenant. Alors, il y a aussi un fait qui a aussi marqué beaucoup d'Africains. Après ce coup d'État au Gabon, Ali Bongo, hein, fils à papa, qui appelle au secours en anglais, alors que le Gabon, c'est un pays francophone. Comment peut-on l'expliquer, Marcelin Kérom? Oui, il faut juste comprendre que pendant les 14 années de pouvoir d'Ali Bongo, le Gabon a fait une demande à l'Angleterre pour rejoindre le Commonwealth. Donc, le Gabon s'est beaucoup rapproché de la partie anglophone. Et c'est tout à son honneur, parce que quand on voit la différence entre les pays anglophones et les pays francophones,
pays anglophones sont beaucoup plus devant, même s'il y a encore beaucoup à faire, que les pays francophones. Donc, c'était une manière d'appeler la communauté du Commonwealth à venir à son secours. Donc, ça veut dire que lui-même, de l'autre côté, savait qui était derrière le coup d'État. C'est-à-dire qu'Ali Bongo nous dit que c'est la France qui a fait le coup d'État. Donc, on dira-t-on que Ali Bongo est lâché par la France? Oui, il faut le dire. Oui, Bongo est lâché par la France, mais pas parce que, comment on appelle, pas parce que Bongo ne faisait pas le travail. Non, parce qu'en fait, Bongo était devenu vieux. Il a eu un AVC, il était malade, il arrivait à peine à se déplacer. Quand il vient à l'Élysée, il tient à peine sur ses jambes. Il faut quelqu'un devant, quelqu'un derrière, sur les côtés pour le tenir. Marcelin Konom, vous qui parlez, Marcelin Konom, vous qui parlez sans langue de bois, est-ce que ce n'est pas un message à l'endroit des chefs d'État africains? Non, je ne pense pas que ce soit un message à l'endroit des chefs d'État africains. Parce que on a le même combat. On a un ennemi commun. Je suis désolé de n'employer ce mot, mais c'est ça. On a un ennemi commun. Les chefs d'État, depuis Bongo Père, depuis Houphouët-Boigny, savent que la France se sert de vous et quand on n'en a plus besoin, elle vous jette. Mais quand vous êtes président et que vous rentrez dans des réseaux ésotériques comme la franc-maçonnerie, on a vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo de Ali Bongo qui promet protéger les intérêts de la franc-maçonnerie. Lorsque vous faites ce genre de sermon dans des réseaux ésotériques, mais que vous venez de demander le suffrage universel à une population, mais que vous prêtez serment et que vous dites que vous allez défendre les intérêts du Gabon, et que la nuit, vous allez dire « non, je défendrai les intérêts de la franc-maçonnerie », mais vous-même, vous avez donné votre tête pour qu'on la coupe. C'est-à-dire qu'à tout moment, mais lorsque dans le réseau ésotérique, ils sont d'accord pour vous faire tomber, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien. Tous les présidents africains le savent. Regardez la preuve, tellement ils le savent, ils se sont tous mis à changer leur chef d'état-major. Ils ont commencé à remanier l'équipe de la garde républicaine qui est autour d'eux. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas le fait de changer une personne à la place d'une autre qui va changer le problème. Le problème, c'est que tant que l'homme africain n'aura pas une stabilité sociale, économique, spirituelle, financière, morale, avec tout ce qui va avec, mais ils ne sont plus en sécurité. Ils le savent qu'ils ne sont plus en sécurité. Même le grand Paul Kagame a osé mettre à la retraite son grand général, Kabarebe. Même le grand Paul Kagame qui n'a peur de rien, qui fait la guerre au Congo, qui prend le coltan, même lui, aujourd'hui, s'est levé, il a dit non, toi, tu vas à la retraite, j'en prends un autre. Donc, ce que dit le docteur Ngomo, c'est qu'il y a un vent qui est en train de souffler, et ce vent-là, personne ne peut l'arrêter. Soit les Français prennent conscience de ça et disent, OK, là, ça fait 500 ans, plus de 500 ans, que nous bouffons sur ce continent. D'accord. Les jeux sont en train de changer. Si nous ne prenons pas garde, c'est nous qui allons plus perdre. Parce que nous, les Africains... Marcelin Konom, désolé de vous couper, mais on est en train de conclure également le débat panafricain. Justement, vous parlez des Français, on en a marre. On observe depuis un certain temps ce sentiment anti-français, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Sénégal, un peu partout, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a certains Africains qui ne sont pas tellement d'accord. Vous êtes en France, on vous dit, vous êtes anti-français, mais vous êtes en France, vous travaillez en France. Que répondez-vous? Moi, ça me fait sourire ce genre de remarques. Les premiers immigrés, ce sont pas les Noirs d'aujourd'hui, ce sont les Français. Ceux qui sont venus en premier en Afrique, c'est bien les Français. Ceux qui sont rentrés dans des bateaux pour aller se jeter en Algérie, c'était bien des Français. On est d'accord. Donc, quand on me dit, moi, oui, tu es en France, mais tu es contre, mais il y a des Français de souche qui ont leur cordon ombilical en France, qui sont contre ce qui se passe en Afrique. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit les faire devenir des apatrides? Ce n'est pas la carte d'identité qui est le problème, c'est la politique qui est le problème. Et Marcelin Konom, mais ce discours, ce sont certains Africains qui le tiennent. Mais c'est normal, puisque de tout temps, si l'esclavage a duré 500 ans, c'est bien parce qu'il y a eu des coopérants, des collaborateurs, des collabos comme on les appelle. S'il n'y avait pas eu de collabos, les Occidentaux n'auraient jamais pu faire cette traite négrière pendant 500 ans. Donc, il y aura aussi un gros combat entre nous à mener, c'est qu'il y aura des têtes africaines qu'il faudra faire tomber. Parce qu'on ne peut pas vouloir une stabilité sur un continent et avoir ce qu'on appelle dans le jargon
commun des traîtres qui sabotent le travail des autres. Ça, on ne pourra plus l'accepter. Donc, il y a des Africains qui doivent comprendre que maintenant, après le gros gibier, après qu'on ait bouffé le gros gibier, il y aura les petits gibiers. Ceux qui seront à l'intérieur pour faire tomber la stabilité de l'Afrique, ben, il faudra aussi qu'on ait un comportement sans état d'âme vis-à-vis d'eux, parce que il faut que ça change. On ne peut pas tous être au courant qu'on a subi 500 ans d'esclavage entre les Arabes et les Occidentaux, qu'on a subi le néocolonialisme, qu'on a subi la colonisation, le néocolonialisme, et ensuite une même mise sur notre économie depuis 1960, et dire aujourd'hui, oui, vous êtes en France, mais vous critiquez. On ne critique pas la France, on critique la politique française en Afrique. Ce sont deux choses différentes. La France, c'est un État, c'est un pays. S'il n'y a plus de Français, la France restera la France. Mais ce sont les hommes qui dirigent la France, les hommes qui sont au Quai d'Orsay, qui sont à l'Élysée, qui dirigent la France. Ce sont eux qui sont le problème. Merci beaucoup, Marcelin Kelom. On va conclure ce débat également avec vous plus tard. On va relancer maintenant Joe Zata, politologue ici, même en Suisse. Alors, vous avez suivi tout à l'heure Marcelin Kelom qui parle de résistance africaine, d'éveil de conscience. On parle maintenant de souveraineté. Les Maliens parlent de souveraineté. Quand on parle des Maliens, on parle des militaires qui ont pris le pouvoir. Les Guinéens aussi, le Burkina Faso, maintenant les Nigériens. On estime, on veut que les militaires gabonais qui ont maintenant pris le pouvoir au Gabon prennent rentre dans la danse, comme le souhaite également la Gabonaise Marie-Josée Ngomo. Alors, Joe Zata, on va conclure également avec vous. On parle de souveraineté. Et face à la situation qui prévaut actuellement suite à la série des coups d'État, comment les peuples africains peuvent-ils en profiter pour sortir la tête de l'eau trouble? Oui, les sociétés africaines, les pays africains sortent du bois, c'est-à-dire de la mainmise française. Et vous aviez posé la question de savoir si c'est des coups d'État légitimes. Je dirais oui, parce que la légitimité pose la question de la source de l'action ou la source du pouvoir. Et la source, c'est dans les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, ils décident par eux-mêmes de ce qui est bien pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont fait les coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et actuellement au Gabon. Donc c'est ça la légitimité, c'est-à-dire avoir une source, un fondement de l'action qui n'est pas issu de l'extérieur, mais plutôt de soi-même. Ceci dit, pour le Gabon, la solution, c'est que les militaires qui ont renversé le régime de Bongo remettent le pouvoir à l'opposition, aux vainqueurs. Parce que dans une élection, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur. Celui qui a tripatouillé Ali Bongo, comment il a fait? Il a respecté tout simplement ce que les Français ont amené en Afrique depuis le 23 juin 1956, qu'on appelle la loi Gaston de Fer, la loi cadre, par laquelle la France s'autorise à définir le statut pour les États africains en les prenant, en les insérant dans l'Union française. Et quand on dit Union française, bien sûr, c'est la France métropolitaine, plus les territoires français d'outre-mer, plus ce qu'on a capturé en Afrique, qu'on appelle États associés. C'est ça la loi cadre. Et dans la loi cadre, il n'y a pas de droit. Voilà pourquoi Madame Marie-Josée Ngomo a été très claire là-dessus. On fait des élections, puis on proclame des résultats farfelus. C'est ça la loi cadre. Et donc pour sortir de ce cadre, les militaires gabonais doivent remettre le pouvoir à l'opposition qui a gagné cette élection. Autrement, ils se mettent eux-mêmes les bâtons dans les roues, ils dressent le lit encore à l'ancien régime, à la dynastie, et ils seront rattrapés toujours par la France. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remettre le pouvoir automatiquement, parce que la politique, c'est du réalisme. Si vous refusez quelque chose, vous refusez
automatiquement son contraire. Et donc, il faut remettre le pouvoir à M. Ossa pour qu'il fasse ce qu'il sait faire, pour qu'il applique ce qu'il a rêvé avec les forces vives de l'opposition gabonaise, pour qu'on quitte le système dynastique, l'ancien régime, vers quelque chose de nouveau qui porte les espérances du peuple gabonais, parce que c'est un pays immensément riche. Donc, ce qu'il faut, c'est les gens qu'il faut à la bonne place. Et c'est le moment. Mais si les militaires s'amusent à parler de transition, de combien de mois, de tout ça là, ils vont ramener encore la France dans cette histoire. Ça, c'est pour le Gabon. Pour les pays qui ont fait un choix très clair et réaliste, je veux parler du Mali, du Burkina et du Niger, vous voyez que la France a des difficultés parce qu'elle ne trouve pas par quelle porte ramper pour rétablir son ancien régime. C'est ça. De toute manière, la France ne pourra jamais intervenir au Niger. Ils ne pourront pas. Ils n'ont pas les ressources. Ça va changer toute la configuration. Et il y aura de nouveaux États qui vont naître si jamais ils tentaient cela. Et ils le savent. Maintenant, quand la France dit que les autorités actuelles du Niger ne peuvent pas expulser leur ambassadeur, c'est faux. C'est faux. La France doit tout simplement demander à son ambassadeur de quitter les lieux parce que autrement, ça veut dire que cette ambassade est un territoire français. 30 secondes pour vous donner l'occasion de conclure ce débat panafricain. Josata Pedo. Alors, donc, la chose la plus simple, la souveraineté africaine, elle s'est exprimée par l'action légitime de ces coups d'État. C'est des coups d'État légitimes, dans la mesure où c'est des citoyens de vous insistez qui ont décidé de renverser l'ordre qui ne va pas. Et donc, le discours français, la morale française ou l'éthos français n'a aucune valeur juridique, aucune valeur en Afrique là-bas. Par conséquent, que les Gabonais, les militaires aujourd'hui au Gabon, comprennent qu'ils doivent remettre le pouvoir à l'opposition pour que l'opposition fasse ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a rêvé pour le pays, la démocratie, la liberté et l'état de droit. À partir de ce moment-là, la France ne peut plus se faufiler par la coopération et ces trucages. Et ce sera c'est ça le bonheur. D'accord. Josata, je voudrais vous... On est en train de conclure, mais il y a une question qui m'est venue maintenant à l'idée rapidement. Est-ce que ces séries de coups d'État peuvent aussi inspirer d'autres pays, d'autres militaires dans la sous-région ouest-africaine ou bien surtout francophone? Le cas du Togo, par exemple, oui, vous êtes togolais. Ça va inspirer. Le président français, M. Emmanuel Macron, il a dit il y a 2 semaines que les Africains, ils ont des pays avec d'immenses richesses, d'immenses ressources et ils ne savent pas quoi en faire. Vous avez compris ça? Et c'est ça qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds au Gabon. Donc, ils ont renversé l'ancien régime. Maintenant, il ne faut pas qu'eux commencent encore à refaire l'ancien régime. Ils ne réussiront pas, ces militaires. La chose, c'est de dire, opposition, prenez le pouvoir, dites-nous ce que vous savez faire, réorganisez le pays et lancez-nous, portez les espérances du Gabon et on va voir ça in vivo. D'accord. Et c'est ça la réalité, c'est la réelle politique qu'il faut faire. Merci en tout cas, Josata Pedo, vous êtes philosophe et politologue togolais, diplômé de la recherche de l'Institut universitaire des études du développement à Genève. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain en ligne depuis Genève en Suisse. Bonsoir et la lutte continue. On relance maintenant Marcelin
Kenom, avant de conclure avec la Gabonaise. Alors, Marcelin Kenom, on parle de souveraineté. Vous avez suivi Joe Zata tout à l'heure. Alors, justement, par rapport à toute cette série de coups d'État, on pense que ça peut inspirer d'autres pays africains qui, jusque-là, sont dirigés aussi par une même famille, où une dictature sévit au Cameroun, au Togo, par exemple. Ça peut inspirer beaucoup de peuples également pour continuer cette résistance comme au Niger. Alors, quel rôle les politiques, quand on parle de souveraineté, quel rôle les politiques, les armées et les organisations de la société civile africaine doivent-ils jouer pour l'émergence effective de l'Afrique? Marcelin Kenom, pour conclure ce débat. Le pouvoir est toujours dans les mains de celui qui a le pistolet. Les sociétés africaines chez nous, vous savez, ça se résume à des personnes qui constatent, mais qui n'ont pas de moyens d'agir. Pourquoi? Parce que dès qu'une organisation de la société civile se met en place, le pouvoir en place passe derrière pour corrompre certaines personnes du bureau, pour en faire leurs indicateurs et tue le mouvement dans l'œuf. Donc, le seul moyen aujourd'hui que l'Afrique francophone a d'émerger avec de nouvelles personnes, de nouveaux patriotes, ce sont malheureusement ou heureusement, chacun prendra ce qu'il voudra, des coups d'État. Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, mais quand dans un pays qui a des richesses... Donc dans ce cas, ce sont des coups d'État légitimes alors, comme l'a dit tout à l'heure Joseph Zata. Mais il n'y a jamais de fumée, monsieur Sylvain, il n'y a jamais de fumée, il n'y a pas de feu. Un militaire ne se lève pas parce que ça lui plaît de dire « Ah ben je vais faire un coup d'État ». C'est pas comme ça que ça se passe. Un militaire ne se lève pas de sa caserne et dit « Ah ben tiens, je vais faire un coup d'État ». S'il n'y a pas une frustration parmi les militaires, s'il n'y a pas un problème interne qui n'est pas géré, s'il n'y a pas les éléments qu'il faut pour qu'il y ait un coup d'État, il n'y a pas de coup d'État. La France, le pays dans lequel nous sommes, a connu 25 coups d'État. Qui veut donner des leçons à qui? C'est eux qui ont appris même aux Africains comment faire les coups d'État. De quoi ils se plaignent? Les coups d'État aujourd'hui, avant, étaient faits pour la France. Aujourd'hui, les coups d'État sont faits pour l'Afrique. C'est toute la différence. Et c'est ça qui énerve la France. C'est qu'avant, c'est elle qui gérait les coups d'État avec ses mercenaires. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui font les coups d'État, qui transforment ce qu'ils ont appris pour le bien-être de la population. C'est ce qu'on appelle l'élève a dépassé le maître. Puisque le Mali, ils n'ont pas vu venir. Burkina Faso, ils n'ont pas vu venir. Niger, ils n'ont pas vu venir. Donc, ils ont voulu dire on a vu venir pour le Gabon et ils ont couru derrière. Mais ils se sont fait encore prendre à leur propre piège. Donc, pour nous, aujourd'hui, peuple africain, qui vivons à l'extérieur, qui avons envie de retourner chez nous, si nous savons que là-bas, nous n'allons pas avoir les conditions optimales pour pouvoir nous développer, mais nous aurons du mal à retourner. Nous aurons du mal à retourner. C'est évident. Vous pensez que moi, au Bénin, quand je vois pour des législatives, on tire sur la population béninoise, comment je peux me sentir fier? Pour des législatives, quand pour des présidentielles, on enferme des opposants en prison, comment à un moment donné, comment je peux dire, voilà, si je vais chez moi aujourd'hui, je suis libre de pouvoir m'exprimer, de pouvoir donner mes opinions ou de pouvoir aujourd'hui participer à la vie économique de mon pays. Quand vous voyez dans mon pays aujourd'hui que toute l'économie tient dans la main d'un seul homme, comment voulez-vous être fier et dire je rentre chez vous? Donc il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas dire que ce n'est pas légitime. Bien sûr, c'est légitime. Et si les militaires se lèvent à un moment donné pour reprendre le pouvoir à un civil, c'est parce que le civil qui était là n'a pas fait le job. Il faut avoir le courage de le dire et de le reconnaître. Quand le job il est fait, aucun militaire ne se lève pour dire on a fait un coup d'État. Aucun. S'ils sont enlevés, c'est qu'ils n'ont pas fait le job. Quand vous entendez Bazoum dire à la télévision, les terroristes sont mieux formés, sont mieux aguerris, sont mieux armés que l'armée. Mais comment un militaire qui défend une nation peut entendre son président, premier chef d'état-major du pays, dire « Ah, mais les autres là-bas, les rebelles, là, ils sont mieux que nous, ils nous matent, hein. Ils nous matent !» Mais comment vous, militaire, vous êtes un militaire. C'est-à-dire que la population compte sur vous pour sa sécurité. Vous êtes en train de dire à la population, les militaires là, que vous avez, ils ne valent rien. Mais aucun militaire ne peut laisser passer ça. Aucun militaire ne peut laisser passer ça. Même en France ici, quand Macron a voulu, a fait un discours où il a voulu faire comprendre aux militaires que c'est lui le patron, mais il y a un chef d'état-major qui a démissionné. Il a dit non, vous êtes le président.
Mais nous sommes militaires, c'est nous qui tenons le pays. La sécurité du pays, c'est dans nos mains. Mais il a démissionné. Il y a eu bisbille entre eux, il a posé sa démission, il est parti. Aucun militaire ne peut se laisser marcher sur les mains, même par le président. Parce que le président, la garantie pour le président de pouvoir faire son mandat de A à Z, elle est dans la main du militaire. Si le président n'a pas compris ça, mais c'est tant pis pour lui. S'il commet des erreurs, les militaires vont rectifier le tir. N'en plaise à la France, n'en plaise aux Américains, n'en plaise à qui que ce soit. Et ce langage où on a avec eux, les Africains se lèvent, on dit c'est la faute des Russes, il faut enlever ça. Les Russes ne font qu'en profiter des erreurs des Français. Quand vous faites des erreurs et que vous avez un ennemi qui vous surveille de près et qui attend seulement que vous fassiez la faute pour vous balayer, il en profite. Ce n'est que la faute que les Français commettent en Afrique depuis des siècles que les Russes utilisent. D'accord. Ils utilisent leurs faiblesses, merci, ils utilisent leurs erreurs pour pouvoir prendre la place. 30 secondes pour conclure. 30 secondes. Voilà. Donc, moi, pour conclure, je dirais que le combat va être difficile parce que lorsque un animal est attaqué sur son précaré, il ne se laisse pas facilement abattre. On le voit avec l'ambassadeur à qui on a demandé de partir du Niger qui a son chef qui lui dit non, tu ne pars pas. Donc, il met même son ambassadeur en danger. Donc, il ne veut pas se laisser... Donc, pour vous, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Il suffit de voir le document top secret défense qui a circulé, où le nom de code de l'opération, c'était Phénix. Phénix, ça veut dire, oui, nous ont tué une première fois, mais le Phénix ne meurt jamais. Il renaît de ses cendres. Donc, ça veut dire qu'on est des immortels. Quand je vous parlais de la dimension spirituelle, tout est là, sous nos yeux. C'est à nous de le comprendre. Les gens disent, nous sommes des immortels. Donc, jamais le nègre ne peut nous écraser. Même s'il arrive à nous abattre, nous relèverons toujours. Comment on appelle ça quand on revient d'une mort, nous ferons la résurrection. Nous allons toujours renaître de nos cendres. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Mali. Lorsque vous écoutez le général qui dit, lorsque les Français sont venus, ils ont dit, il y a 100 ans, nous sommes partis. Nous revenons 100 ans après. Mais cette fois-ci, c'est pour rester encore 200 ans. Et tout est dit. Merci, Marcelin Kenon. C'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre. Merci à toi. Merci beaucoup, Marcelin Kenon. Vous êtes citoyen, tout simplement citoyen africain engagé et pour la souveraineté et la liberté de l'Afrique. Merci. Vous êtes de la diaspora béninoise en France. Merci de nous avoir également accompagnés dans ce débat panafricain. Et on va également conclure avec la grande dame, la combattante gabonaise Marie-Josée Aïe-Ngomo. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain? Justement, on sait que chaque Africain mène son combat sur le plan individuel également, mais en dehors de ce combat individuel, comment parvenir à une convergence des idées, des actions, c'est-à-dire en profit d'une Afrique indépendante? Et que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Marie-Josée Aïe-Ngomo? Alors, ce que je voudrais un tout petit peu rebondir sur la partie souveraineté. En fait, la France récolte ce qu'elle a semé. Elle récolte ce qu'elle a semé. Pendant des décennies, elle a bridé la souveraineté politique des pays africains. Elle a mis en place des dictatures. Elle a soutenu ces dictatures. Elle les a entretenues. Malgré le mal que ces marionnettes commettaient ou faisaient à la population. Elle les a soutenues. Et maintenant que le peuple est éveillé, que les consciences sont éveillées, que le panafricanisme bat son plein, maintenant c'est un retour de bâton. Plus rien n'arrêtera cela. Je dis bien, plus rien n'arrêtera cela. La France-Afrique va tomber. Spirituellement, elle va tomber. Elle est déjà tombée. Donc, ce que nous voyons là, ce que nous observons là, ce n'est que ce qui s'est déjà passé dans le monde spirituel. Donc, la France, elle doit comprendre que c'est terminé. Les branches ont commencé à être sciées. Ben, nous allons scier le tronc. Et la France tombera. Parce que ce qu'elle a fait pendant des décennies en Afrique est inadmissible. Inadmissible. Maintenant, elle va payer. Alors, actuellement, le continent africain s'est réveillé. Du moins, l'Afrique subsaharienne, d'expression française, elle s'est réveillée. Et elle ne va plus s'endormir. Nous allons aller jusqu'au bout de la lutte. Nous allons faire des convergences de lutte. Nous allons nous soutenir mutuellement. Je pense que ce panel de ce soir,
qui tournait autour des coups d'État, et surtout par rapport à ce qui vient de se passer au niveau du Gabon, montre à suffisance que désormais nous nous intéressons les uns aux autres. Nous nous intéressons à ce qui se passe dans les différents pays. Moi, je suis une panafricaniste. Donc, je me sens aussi bien gabonaise que je me sens béninoise, que je me sens malienne, que je me sens togolaise, etc., etc. L'Afrique est à tous, c'est pour nous tous, c'est un continent. Mais nous devons pouvoir dire à la France que maintenant c'est terminé, trop c'est trop. Les analyses qui ont été faites ont été pertinentes. Les remarques qui ont été faites ont été pertinentes. La France doit comprendre qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Désormais, l'heure de la France-Afrique a sonné. C'est terminé. Nous allons pouvoir avoir un horizon un horizon qui se dégage. Nous savons que tout est mis en place pour que l'Afrique se sorte des temps dans lesquels on l'y a plongé depuis des décennies maintenant, pour ne pas dire vraiment des centaines d'années. Et ça, je voudrais vraiment continuer à encourager tous les Africains, autant que nous sommes, à nous dire que nous tenons le bon bout, que si nous continuons à avancer dans cette direction-là, et ce n'est pas fini. Je pense que l'Afrique centrale commence avec le Gabon. Même si la France a peut-être autorisé ou permis ou fomenté ou organisé ce coup d'État, mais nous pensons quand même que nos militaires ont au fond d'eux la fibre patriotique. J'espère que cette fibre, cette flamme va s'éveiller beaucoup plus et comprendre que le Gabon, chacun de nous qui sommes au Gabon, on n'a qu'un seul pays. Et ce pays-là, nous devons le sortir, la situation dans laquelle il est. C'est pour cela que j'invite vraiment, et ça c'est mon mot de la fin, vraiment à monsieur Oligui, qui a fait ce coup d'État, vraiment à comprendre que il a eu cette grâce divine de pouvoir diriger le pays pendant quelques temps. Je dis bien pendant quelques temps. Il faut que ce qu'il a à faire, il doit le faire correctement, de la bonne manière. Qu'il ne se laisse pas influencer, qu'il comprenne qu'il faut qu'il mette en place cette transition inclusive qui va regrouper toutes les forces vives de la nation pour que nous puissions organiser, reprendre en main notre pays et que nous puissions nous sortir de ce sous-développement dans lequel nous sommes plongés depuis pas mal de temps. En tout cas, merci beaucoup Marie-Josée Aïe-Ngomou pour ce message fort d'espoir à tout le peuple africain. Vous êtes médecin, cancérologue, panafricaniste, responsable général du mouvement New Power Europa. Et vous êtes aussi membre de la DUP, Dynamique Unité Panafricaine en France. Vous êtes d'origine gabonaise. Merci pour ce message très, très, très édifiant à tous les Africains d'ailleurs par rapport à cette résistance que nous a décrit en début de ce débat, de cette émission panafricaine. Salifou Omar depuis Niger. Ainsi prend fin cette émission. Ce débat africain sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Avouleté, c'est dans une langue amina au Togo qui veut dire le combat continue. Et les Maliens nous l'ont appris. Avouleté chez eux veut dire Keleke Tchanye. Oui, je m'exerce à parler africain parce que je me sens plus fort en tant qu'Africain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On le répète tout le temps. C'est une répétition, citation de feu Thomas Sankara qui nous disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Africain, ne faut plus se plaindre. Nous sommes dans une jungle, c'est un combat. » Et Thomas Sankara, renchéré à 10 ans, je l'ai dit tantôt, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara renchéré en disant que seule la lutte libère. Merci à vous tous et à vous toutes sur Canal K sur Radio Avouleté. Keleke Tchanye, la lutte continue. Bon week-end et bonsoir. Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine.
Je prêche la liberté, la fin des schémas. Je parle d'égalité pour les gens de chez moi. La paix pour un monde vrai, c'est par nos actes qu'on la crée. Allez leur dire que notre temps n'est pas le temps politique. Allez leur dire qu'on ne veut plus de mandat unique. L'espoir prendra vie quand en démocratie, la vérité ne sera plus utopie. Africa, maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ta jeunesse debout te chante en cœur. Nous sommes l'avenir, n'aie pas peur. Ensemble retrouvons ta splendeur. Cher président, le berceau de l'humanité et ses descendantes et descendants en toute solidarité vous parlent. 90% des peuples togolais, des Gabonais, des Équato-Guinéens n'ont connu qu'une seule famille au pouvoir. Limiter les mandats à deux. 2 mandats ça suffit. 2 mandats ça suffit. 1, 2 and no more. Tournons la page. Oh yeah. Comme dans le foot, on est régi par la règle du jeu. Première règle, ne pas toucher à la règle du jeu. Quand tu t'engages, tu respectes les conditions de jeu. Et quelle que soit l'issue, tu acceptes les résultats du jeu. Première règle, dans ce match, il y aura 2 mi-temps. Quel que soit le temps, 2 mi-temps, ça reste 2 mi-temps. Y'a pas, j'ai pas terminé, on a dit 2 mi-temps. Nul ne peut changer la règle, 2 mi-temps, c'est 2 mi-temps. 2 mi-temps, c'est 2 mi-temps. C'est 2 mi-temps. Mama African Sokuo Ejo Emo Baje Démocratie wa Togo Africa Gbejula Miroto Nous vivia Kwele wenonu Démocratie Minima Yagwa 1, 2 et pas plus. Président d'État du continent, les viols des contenus de la Constitution, les mandats de trop qui continuent, pas cool, on n'est pas content. Vous avez servi la nation, certains se sont servis, ont sévi les moins serviles. Cédez la place à d'autres cerveaux. Nos voix vous tendent le bâton de l'imitation des mandats. À saisir. À saisir. À saisir. À la fondation, vous avez porté votre pierre. Des savoir-faire de la jeunesse, vous devez être fiers. Laissons-la édifier les murs, c'est notre prière. Limitons les mandats pour retrouver la lumière. Me veut d'autant de cas. Si tu inspires, tu expires. Tu t'étouffes ou tu t'essouffles, Joe. C'est ce qui t'attend, toi qui avales en otage. Me foutre dans tes cadenas. Et l'encore s'avance, Charlie. Debo Slam, Manda Buyaïsa. Le berceau de l'humanité vous parle, excellence. Il y a une vie après la présidence. Arrêtons les mandats multiples. L'Afrique s'en portera mieux. Manda Hinkawasa. Maman Africa pleure. Pourquoi tant de misère? Maman Africa cry. Notre mère Afrique pleure et chancelle. Le berceau de l'humanité vous parle. Sa jeunesse rêve de développement et d'épanouissement. Pourquoi dans des forfaitures et des dictatures en Afrique? Notre mère Afrique pleure et chancelle.